quelques heures ou quelques minutes avant, je sais ce que, en fait, ça va passer à travers mon outil, donc mon outil qui est mon corps physique, ça va me mettre en condition de ce que la personne vit dans sa vie. Donc, comment la personne, son canal fonctionne. Est-ce qu'elle va plutôt, en ce moment, recevoir des messages par clairaudience? Est-ce que ça va plutôt être des ressentis? En fait, tout passe par mon corps. Mais quand j'ai ces sensations, je vais pas me dire, ok, j'ai ces sensations, donc je vais avoir telle chose. Non, en fait, je me dis, ça ne m'appartient pas. C'est juste sur l'instant, c'est parce que je dois transmettre ce message. Mais c'est très troublant, mais tellement vibrant aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir cette semaine pour vous présenter Kevin Piragno, médium, auteur et créateur de plusieurs oracles. Dans cet entretien, nous allons retracer son parcours de médiumnité, comprendre comment il la vit aujourd'hui et surtout comment il accompagne les autres avec cette énergie qui le caractérise si bien, la joie. Je remercie très sincèrement Kevin pour ce partage, de nous apporter tout ce qu'il est et en particulier évidemment toute sa bonne humeur. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Kevin, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Pour commencer très simplement, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tout simplement tu peux te présenter ? Alors déjà, merci énormément Xavier de cette rencontre, de ces partages et de cette opportunité aussi de podcast, d'interview. Alors, qui je suis, qu'est-ce que je fais? J'adore commencer ma présentation par déjà, à chaque fois ça change, H24 sur ce que je fais parce que je vais vraiment essayer de transmettre, créer sur l'instant avec l'énergie, avec les événements en fait que mon âme va vivre ici sur ce chemin. Et si je dois te donner une petite définition, en gros, c'est de transmettre avec simplicité, avec bonne humeur, avec une énergie qui est la mienne. Et j'adore en fait amener des personnes, les personnes qui croisent ma route sur plein de mondes en fait, sur plein d'univers différents. Et je vais autant à la fois utiliser ma médiumnité pour communiquer avec les défunts, avec les guides, pour amener également des personnes sur le chemin que tu connais déjà, sur le chemin de l'hypnose. Alors qui est, moi je vais pratiquer beaucoup l'hypnose spirituelle, donc l'hypnose de l'âme. Dans les vies antérieures, ça va être également pour communiquer avec les guides, avec les défunts. Je vais également travailler sur tout ce qui est énergie, magnétisme. En gros, je vis sur l'instant avec les énergies qui m'enveloppent, pour te la faire vraiment courte. Ok, super, merci pour cette présentation. Donc, je comprends que, même je le savais, que tu es médium. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu vis cette médiumnité et surtout comment tu l'as découvert ? Pour moi, déjà, la définition, parce que je trouve que c'est important pour moi de commencer aussi ce podcast avec cette définition. Un médium, pour moi, c'est quelqu'un qui se connaît ou qui comprend son mode de fonctionnement ou son mode de communication que ça soit avec ses proches, mais surtout avec l'invisible. En fait, pour moi, j'ai toujours été sur ces énergies où je vais accompagner les personnes sur leur cheminement. J'étais à l'école et on venait naturellement se confier à moi. Mon énergie, alors qui est très souvent positive, tu vois, où je vais emporter avec ma bonne humeur. Alors je la contrôle pas et je ne fais rien. C'est vraiment quelque chose qui est depuis ma plus jeune enfance, qui fait partie de moi. Et en fait, je vais me servir de cette énergie pour accompagner, pour guider en fait les personnes. Donc quand j'étais très jeune, ça se faisait naturellement, donc je ne mettais pas encore cette petite étiquette ou ce nom sur la médiumnité.
Mais en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de la vie et de mon évolution aussi en tant que Kevin Piragno où ça a pris de l'ampleur. Et c'est là, il y a quelques années, où je me suis dit, ok, je vais créer sur les réseaux une page Insta parce que j'ai aidé beaucoup mon entourage. Et je vais créer sur les réseaux des petites guidances, des petits messages que je vais recevoir de l'invisible. Et là, en fait, ça a pris d'un coup, de 0 à 500, de 500 à 10 000, de 10 000 à 30 000, et ça s'est jamais arrêté, tu vois. Ouais, je vois bien. Mais comment du coup, sur ce parcours-là, tu as conscientisé que, ok, il y avait peut-être cette différence avec le commun des mortels, que toi, tu captais quelque chose d'invisible que les gens lambda, on va dire, ne captent pas? En fait, alors au tout début, ça a vraiment été par phase et par stade. Au début, quand je fus jeune, on va dire, je voyais en fait j'étais dans mon lit où je jouais avec mes petites figurines et je voyais en fait des énergies. Je voyais également des représentations. Alors ça pouvait être parfois des reflets, ça pouvait parfois être dans des miroirs, ça pouvait être également des silhouettes. Et donc quand j'étais plus jeune, c'était je voyais. Donc une personne venait me parler, je voyais dessiner des choses en fait derrière elle. Alors ça pouvait être à la fois des esprits de la nature, ça pouvait être également des défunts, mais ça pouvait être également des énergies en fait ces énergies de la personne qui se dessinait. Donc je savais en fait, sans mettre de mots dessus, si la personne elle était bien en fait dans sa vie, si elle vivait les choses magnifiquement bien dans sa vie, aussi c'était un petit peu plus, on va dire, déstabilisant. Et en fait au fur et à mesure, alors quand j'ai grandi en mode adolescent, j'en avais pas spécialement conscience, en fait ça a un petit peu coupé. Et en fait, sans savoir le pourquoi du comment, vers 17-18 ans, je voulais absolument travailler en tant que vendeur. Je voulais absolument avoir cet échange avec les autres, avec l'humain, avec le relationnel. Et c'est là en fait que ça a ouvert une porte énorme puisque en tant que vendeur, j'ai commencé à absorber en fait le mal entre guillemets, les énergies déstabilisantes de mes clients. J'ai commencé à avoir plein de situations que un enfant, qu'un adolescent, qu'un adulte aussi ne pouvait pas spécialement vivre. Et peut-être qu'on va en reparler un peu plus, enfin peut-être après. Tu me dis si tu veux que je te donne deux, trois petites situations, mais il s'est passé quand même des choses. Explique-nous, je pense que c'est intéressant parce que tu vois, il y a peut-être d'autres personnes qui vivent ce genre de choses et qui nous entendent et qui l'ont pas forcément conscientisé. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de partage. Alors, pour moi, tu vois, ma médiumnité, elle s'est développée et décuplée dans des situations les plus, on va dire, classiques, les plus ordinaires. Très souvent, on me dit, ah, mais on voit les médiums comme quelqu'un ou quelque chose qui va capter, en fait, des énergies. Et on va se dire, mais waouh, c'est juste extraordinaire. Alors, pour moi, ma médiumnité, elle s'est développée dans des choses les plus classiques. J'ai une vie ordinaire, la vie de monsieur, on va dire, tout le monde, où je vais changer. Par contre, j'ai eu des situations, oui, dès mon plus jeune âge, j'ai été baigné, en fait, dans ces situations parfois déstabilisantes. En fait, pour te donner deux, trois petites situations comme ça, moi, ça va montrer, ça va donner des petits exemples. En fait, j'avais à peu près dans les 14 ans. Je rentre de l'école et là j'ai une voix en fait intérieure qui me dit va dans la chambre de ta sœur. Donc je monte, tu vois, je venais de rentrer de l'école et là j'ouvre son armoire. Donc ça m'amène en fait, je suis poussé, je suis enveloppé, je suis poussé à ouvrir son armoire et là je découvre en fait ces lettres d'au revoir et qui explique en fait qu'elle va qu'elle va s'en aller, qu'elle ne reviendra jamais. Donc ça en fait tu vois ça a été vraiment la grande situation aussi. J'avais 14 ans, tu vois, mes camarades de classe ne vivaient pas du tout ce type de situation. Donc je peux te dire, donc dès le départ, j'ai eu des situations pour requinquer, tu vois, les personnes qui étaient
que ça soit à l'école ou dans mon entourage. J'ai eu aussi, vers mes 17 ans, c'est là aussi que ça a ouvert encore plus cette porte. Je sortais avec quelqu'un à l'époque, il était parti, je devais avoir 17-18 ans, et il était parti en fait travailler, et un jour, au boulot, donc ça me dit, prends ton ordi, et au moment où j'ouvre l'ordinateur, c'est marrant quand même qu'on fait ce podcast sur Skype, tu vois, je l'ai jamais réutilisé depuis, mais tu vas rigoler pourquoi. En fait, j'ouvre mon ordinateur et au moment d'ouvrir, toutes les conversations et toutes les fenêtres de Skype en fait s'ouvrent et je découvre, en fait, j'ai la voix de mon grand-père qui me dit ouvre, prends ton ordi, et au moment qui a été décédé, hein, bien sûr, mon grand-père, et au moment où j'ouvre l'écran, toutes les conversations s'ouvrent et je découvre en fait que je suis trompé. En fait, ça a été plein de petites situations, tu vois, comme ça, où c'est comme si que j'avais toujours cette longueur d'avance et où la personne n'avait pas besoin de me parler, de dire ou de me montrer. L'invisible jouait avec moi pour me montrer, tu vois, des choses. Bon, je pourrais t'en parler, mais des heures et des heures, parce que j'ai plein de situations comme ça, ouais. Et avec le recul, tu vois cette situation ou cette connexion particulière, est-ce que c'est quelque chose que tu sens que, de toute façon, c'était là dans le plan, entre guillemets, et tu pouvais pas faire autrement que de te confronter à ça, ou est-ce que il y a une part de, ok, j'accepte, et donc, il se passe tout ça dans ma vie? Alors, pour moi, après, c'est ma vérité. Tout ce que je partage, c'est vraiment ma vision, hein, c'est mon expérience. En fait, pour moi, j'ai toujours su que il y a toujours eu, alors j'ai toujours cette force invisible qui m'a enveloppé. J'ai toujours voulu et toujours eu cette sensation qu'un jour, j'aiderai au moins quelques personnes, tu vois, à cheminer. Ça a toujours été présent. Je suis né dans une famille très ouverte. Ma mère avait des oracles et à 9-12 ans, je voulais piquer ses oracles quand elle allait faire les courses. Je voulais trop piquer ses oracles pour me faire moi des petits tirages. Euh, Très jeune, je voyais ces fameux défunts venir dans ma chambre. On est très souvent partis en vacances. Les maisons étaient hantées. Bon, aujourd'hui, je dis plutôt habitées. Non, ça a toujours fait partie de ma vie. Et même sans le vouloir, ça s'est présenté en fait plusieurs fois. Ça m'a pas bousculé à me dire c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai pu décider à un moment donné d'ouvrir ou pas cette porte, mais très rapidement, en fait, ça a tellement vibré. C'est comme si, tu vois, au fur et à mesure, il y avait le voile qui s'ouvrait un peu, enfin qui se levait un peu plus. Et à chaque décès, à chaque enterrement, ça alimentait un peu plus, on va dire, la machine. C'est bizarre de dire ça, mais moi, les enterrements, ça me fascinait. Et ça me reconnectait à une essence intérieure. Pourquoi? Aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre le mot sur la médiumnité. Est-ce que aujourd'hui, justement, cette médiumnité qui est bien installée maintenant en toi, tu as un bouton on/off sur lequel tu peux appuyer pour couper? Alors ouais, complètement. Tu vois, là, je suis parti il y a quelques semaines en vacances. Avant de partir, je leur dis waouh. Surtout, je pars, je bosse tout le long de l'année et j'adore ça. Par contre, pendant mes vacances, pendant ces 15 jours, ne m'embêtez pas entre guillemets, hein, si je peux dire ces mots-là. Laissez-moi tranquille que je puisse recharger mes batteries. Et en fait, ça se coupe naturellement. Après, par contre, dire que ok, je veux pas être dérangé entre guillemets ou je veux pas bosser le week-end, pas du tout, parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi, je le fais tellement avec cette connexion et avec cette vibration que ça fait partie. Pour moi, c'est pas un travail, tu vois. Ça fait partie de ma vie et sans la médiumnité, j'ai l'impression que je sers entre guillemets, tu vois, à rien. Donc je peux, quand je vais en soirée ou quand j'ai pas envie ou quand j'ai pas l'énergie pour, ça se coupe.
Et quand je dois tout simplement écouter et utiliser cette médiumnité, bah, ça se fait en fait vraiment naturellement. Quand je suis malade, par exemple, là il y a quelques jours, j'ai fait le festival, ça a commencé à me réveiller la nuit. Bah, j'ai dit là je suis pas trop en forme, hop ça s'est coupé et là ça commence à revenir comme je suis un peu plus en meilleure forme. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu te présentais, parmi tes outils, il y a tout ce qui est en lien avec l'hypnose spirituelle et donc le sujet des vies antérieures. Qu'est-ce qui fait que il y aurait eu potentiellement plein d'autres options? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'aller creuser ce sujet des vies antérieures? Alors, en fait, ça m'a mis au fur et à mesure, c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, avancez à votre rythme. Et moi, je vois toujours le temps comme quelque chose qui se fait de façon progressive. En fait, au fur et à mesure, si par exemple à 6 ans, on me disait, ou je me disais, bah, je suis médium, ça aurait été impossible. Ça s'est vraiment fait en douceur, bah, au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 6 ans ou il y a 12 ans, par exemple, l'hypnose, moi, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, sur mon chemin, ça va faire en sorte que j'ai des problèmes de peau, que ça ne se règle pas ni avec les traitements, ni avec le médecin. Donc, je vais contacter un hypnotiseur et ça va me le régler. Et ça va revenir, en fait, quelques temps après. Et à chaque fois que je faisais des interviews, à chaque fois que je rencontrais des personnes, entre guillemets, sur le cheminement spirituel, il y avait toujours un praticien en hypnose. Et là, je me dis, ouais, ok, j'ai créé des oracles, maintenant, ça me pousse sur l'hypnose, je vais tester, je vais me former. C'était une formation, on va dire, d'hypnose classique. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir ces petits protocoles, j'ai commencé à avoir dessiné mes propres protocoles, à avoir dessiné nos fameuses bibliothèques akashiques. J'ai commencé à avoir des défunts, des guides qui venaient lors de mes séances d'hypnose. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose, il y a une transe qui s'installe. Aujourd'hui, je sais pourquoi cette transe était là, c'est parce qu'en fait, mon âme, dans une autre vie, utilisait déjà l'hypnose. Et c'est pour ça, en fait, que en faisant cette formation, ça dit, ok, il se met du coup à l'hypnose, c'est le moment de réouvrir en fait ses anciens, on va dire, savoirs, ses anciens talents, on l'appelle comme on veut, mais ça a réouvert, ça a réenclenché cette énergie. Mais ça a été une reconnexion, mais juste de dingue. C'est incroyable. Ouais, j'imagine. Bah, du coup, ça veut dire que cette ressource-là, tu l'as déjà travaillée dans une autre vie et tu t'es dit, bon, allez, on repart, on reprend le bagage et puis ça va m'aider dans cette vie-là, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Et j'ai eu aussi, alors, comme je suis quelqu'un qui lit très peu, je regarde pas énormément non plus parce que les autres font, parce qu'en fait, j'ai eu très souvent dans mon enfance et très jeune, j'ai eu cette petite blessure, peut-être que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent, cette mémoire de reconnaissance et de comparaison aussi. Et du coup, ça m'a tellement très souvent bloqué et freiné qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais pas créer sur les réseaux. Et puis un jour, j'ai dit, oh, j'en ai marre, j'ai envie moi aussi de transmettre cette énergie. Et j'ai chassé cette comparaison. Et ça m'a ouvert, tu vois, ça m'a ouvert cette porte. Et aujourd'hui, j'ai pu créer mes oracles, transmettre un petit peu ces petites clés. Et donc, je vais pas lire et spécialement regarder ce que les autres font, mais quand j'ai été formé à l'hypnose, j'ai voulu tester. Moi, je suis un homme de terrain, tu vois, j'adore tester, et donc j'ai testé l'hypnose sur mes proches, et en fait, j'ai eu énormément de défunts qui sont venus pour transmettre des messages, notamment par incorporation. Et j'ai eu également mes fameux guides qui sont passés à travers un intermédiaire qui était un proche. Et en fait, sans que le proche soit au courant, hein, le guide de l'hypnose, en fait, ce guide qui se branche à moi lors de mes séances pour savoir
comment orienter les personnes qui viennent en rendez-vous, eh bien en fait expliquer tout le processus et tout le protocole de comment il fait avant un rendez-vous. Et en fait ça a été troublant parce que la personne que j'avais plongée en état d'hypnose n'en avait aucune idée. Et en fait il expliquait que on faisait d'abord ce travail et on faisait déjà ce travail dans une autre vie. Donc en fait c'était vraiment une reconnexion. Mais je suis bien guidée. Mais ça doit être fou de constater ça parce que finalement, tu dois te dire, la conclusion de tout ça, c'est, je maîtrise pas grand chose. Finalement, tout ça, c'est un processus qui me dépasse. Il y a des énergies qui ont dit que de toute façon, ils font ça et ils agissent à travers moi. Et moi, je suis juste le petit outil, je suis le marteau ou le tournevis, mais c'est pas plus, quoi. Mais carrément, je suis, en fait, je dis toujours, je suis le canal. Un canal qui, parce que très souvent on se dit, ouais, mais attends, c'est aussi la porte ouverte. Non, pour faire ce travail, il faut savoir aussi dire non autant à l'extérieur, donc aux personnes, on va dire physiques, mais savoir aussi poser ses limites et dire non à l'invisible. Et en fait, je suis très bien protégée et très bien guidée. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, ils savent aussi me dire, wow, là, prends un peu plus de repos ou du recul. C'est vraiment un temps pour tout. Et donc, c'est pour ça que je joue, en fait, avec l'énergie qui va m'envelopper. Avant un rendez-vous, en fait, la personne n'a même pas besoin de me donner son nom, son prénom, ou n'a même pas besoin de dire, mais oui, mais je sais pas si je peux être hypnotisé ou pas. En fait, il y a même pas besoin parce que quelques heures ou quelques minutes avant, je sais en fait, ça va passer à travers mon outil, donc mon outil qui est mon corps physique, ça va me mettre en condition de ce que la personne vit dans sa vie. Donc, comment la personne, son canal fonctionne. Est-ce qu'elle va plutôt, en ce moment, recevoir des messages par clairaudience? Est-ce que ça va plutôt être des ressentis? En fait, tout passe par mon corps. Mais je ne m'identifie, tu vois, au moment où je te dis ça, il est 14-14, donc il valide en même temps, tu vois, c'est la petite connexion, mais tout passe par le corps, mais quand j'ai ces sensations, je vais pas me dire, ok, j'ai ces sensations, donc je vais avoir telle chose. Non, en fait, je me dis, ça ne m'appartient pas, c'est juste sur l'instant, c'est parce que je dois transmettre ce message, mais c'est très troublant, mais tellement vibrant aussi. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et justement, toi qui pratiques l'hypnose spirituelle, alors un peu différemment, si je comprends bien, de la manière dont moi je le fais, est-ce que tu peux nous expliquer, selon ton expérience, comment nos vies antérieures, elles peuvent impacter ce qu'on vit au quotidien? En fait, il faut savoir que, alors encore une fois, c'est ma vision, mais je fais vraiment le parallèle entre vie antérieure et transgénérationnelle. Parce que très souvent, en fait, par rapport à ce que l'on peut dire, l'âme choisit sa famille. Donc félicitations si vous vous dites, mais pourquoi j'ai ça dans ma famille? Il n'y a jamais de hasard. En fait, l'âme choisit sa famille. Donc elle va, avant de s'incarner, elle va choisir justement ses parents en fonction de ce qu'ils peuvent vivre. Et donc, très souvent, quand on voit qu'il y a des petites mémoires transgénérationnelles qui sont présentes, je me suis rendu compte que ça peut être beaucoup plus loin parce que l'âme, par exemple, si le père a abandonné, alors c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, là c'est pas une séance individuelle, je préfère le préciser pour les personnes qui nous écoutent, mais si la personne, elle a été abandonnée par ses parents, par le père, par la mère, où il y a toujours cette mémoire d'abandon, eh bien, je me suis aperçu au fur et à mesure de mes nombreuses séances que quand on remonte à plus loin, eh bien, au niveau des vies antérieures, il y a un schéma, il y a une mémoire d'une vie antérieure qui n'a pas été compris, digérée, assimilée par l'âme, et que si l'âme, pour se réincarner ici, dans cette vie-ci, elle souhaite revivre cette mémoire pour une bonne fois pour toutes, l'épurer, eh bien elle va choisir soit ses parents, soit sa lignée, on va dire familiale, pour revivre et pour se libérer justement de ce schéma, de cette mémoire. Et donc,
on voit que c'est intéressant de replonger dans les vies antérieures puisque nous, en tant qu'humains, avec notre petit ego, le mental, pour parfois passer à autre chose et pour passer à un nouveau chapitre, on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître également l'origine, de mettre des mots, de mettre une histoire pour justement alléger, pour justement conscientiser, pour passer parfois à autre chose. Et je trouve que c'est intéressant de soit travailler sur le transgénérationnel ou les vies antérieures pour alléger, et ensuite il y a les petites actions du quotidien à aller alimenter, on va dire. Donc, si je reformule ce que tu dis, le principe, c'est qu'en tant qu'âme, avant de s'incarner, on se dit, bon, j'ai telle ou telle vie antérieure, j'ai pas très bien digéré, j'aimerais bien retravailler dessus. Je vais donc me choisir une famille dans laquelle l'héritage transgénérationnel, les blessures, les croyances, tout ce qui gravite autour du transgénérationnel, ça va résonner avec mon vécu dans d'autres vies. Comme ça me poussera à devoir travailler sur cette vie et quelque part rééquilibrer le truc ou l'assainir, entre guillemets, c'est ça? Exactement. Et parfois aussi, c'est important aussi de le préciser, parfois on peut vivre également des schémas nouveaux, comme l'âme se dit, bon ok, je n'ai jamais compris ou je n'ai jamais vécu plutôt la mémoire d'abandon. C'est le moment, j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie d'approfondir cette connaissance, je vais m'incarner dans cette famille pour vivre et pour voir ce que ça fait justement. Prenons l'exemple à l'inverse. Imaginons quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert sur ce sujet spirituel, des vies antérieures, cette compréhension, etc. De la même manière que tout un chacun, lui aussi, j'imagine, va choisir, d'un point de vue de l'âme, des vies antérieures à aller travailler. Mais comment, si cette personne, une fois qu'elle est incarnée et qu'elle n'a pas du tout l'ouverture spirituelle ou l'ouverture pour aller travailler directement ce sujet, comment est-ce qu'elle le travaille? Oui ou non, et comment elle peut le travailler? Alors, en fait, on travaille tous, que l'on soit conscient ou non de ce cheminement, de cette spiritualité, des guides de l'invisible et tout ce que tu veux, en fait, on travaille tous. Sans le savoir. En fait, par exemple, une personne qui a toujours vécu un type de schéma avec l'autorité, par exemple, dans une autre vie, dans des vies antérieures, elle a toujours été au service d'eux ou toujours été dans la loyauté. Oh, eh bien, en fait, elle va vivre, par exemple, au travail, il va y avoir un schéma, une mémoire qui va faire que, par rapport à son patron, par rapport à une figure d'autorité dans la hiérarchie, il y a toujours quelque chose qui va la saouler, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui va la saouler, qui va revenir sur le tapis. Elle va jamais supporter les ordres de telle personne dans sa famille. Elle va toujours avoir les mêmes schémas qui vont se présenter en fait à elle. Il n'y a pas besoin d'aller dans les vies antérieures, de faire de l'hypnose, d'aller travailler justement dans les archives akashiques, parce que il se peut que la personne, au bout d'un moment, quand elle va toujours vivre ce schéma, elle va se dire, ouais, ok, j'en ai ras-le-bol, je vais plutôt, moi, créer mon auto-entreprise, ou je vais plutôt changer tel type de paramètres, et puis, du coup, ça va alléger, ça va libérer, en fait, cette fameuse mémoire. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui vont dire, ouais, je ne comprends pas, ça revient encore et encore et encore. Eh bien, là, c'est à ce moment-là, quand on a tout essayé, sur quoi on se tourne? On va plutôt se tourner vers l'hypnose ou vers la spiritualité. Et ça peut être justement une porte qui vient s'ouvrir. Et je vais prendre ce deuxième exemple parce que ça va, je pense, parler aussi à beaucoup de personnes. Une personne qui se dit, ok, dans une autre vie, l'âme était invitée, ou pas, peu importe, à s'ouvrir à la spiritualité, à l'invisible, ok ? Mais l'âme a complètement dit non, c'est complètement quelque chose de perché, ça n'existe pas dans son rôle qu'elle vivait dans une autre vie antérieure. Donc, ok, elle a décidé de se réincarner dans une nouvelle, on va dire, dans cette vie actuelle. Qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va être amenée à s'ouvrir? Plusieurs facteurs. Soit à chaque fois qu'elle va
habiter, qu'elle va déménager, qu'elle va habiter un lieu, soit il va y avoir des petites choses qui vont se passer dans son habitation, dans son lieu. Soit le lieu va être habité, va être hanté. Et là, on va commencer à se dire, ok, là, il y a quelque chose qui se passe dans le lieu. Donc, la porte, elle est face à la personne. Et donc, l'âme va décider ou pas d'ouvrir. Ou soit elle va se dire, non, ça n'existe pas. Ok. Soit la porte s'ouvre, soit la porte ne s'ouvre pas. Deuxième chose, l'univers, comme il est très farceur, il va remettre une autre situation pour que l'âme s'ouvre justement de nouveau à l'invisible. Ça va être une mort. Donc, quand je dis une mort, pas la mort de la personne, mais on va avoir un proche, il va y avoir soit un enterrement, soit il va y avoir des petites manifestations ou des petits signes qui vont se présenter à la personne pour que, ok, est-ce qu'elle ouvre ou pas cette porte? Mais on a toujours le libre arbitre. Si l'âme de la personne n'est pas encore prête en fonction de son évolution et ne souhaite pas encore l'ouvrir, c'est ok. Elle a toute la vie ou toutes les vies entre guillemets puisqu'elle évolue à son rythme. Il y a de nombreux et des milliards et bien plus encore de chemins. Chacun évolue à son rythme, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut imaginer que si, d'un point de vue de l'âme, elle s'est dit, bon, moi, je veux quand même vraiment bosser ce truc-là, il faut vraiment que j'ouvre cette porte, on peut imaginer que les expériences qui vont se présenter à elle vont être de plus en plus difficiles à vivre, c'est ça, jusqu'à un moment où elle a plus le choix que d'ouvrir la porte, non? Exactement. Au bout d'un moment, tu vois, si on a ces petites situations, on réagit pas. Généralement, alors ça remplace jamais un traitement, un avis médical bien entendu, mais généralement, qu'est-ce qui va faire que ça va nous faire un électrochoc? Soit c'est le corps physique qui va être touché, une petite maladie, un petit truc. Soit c'est la voiture. Alors souvent la voiture ou le bien matériel, on va avoir des petits signaux extérieurs. Soit, en fait, ça va au fur et à mesure les situations, tout va s'enchaîner pour que l'on réagisse. Si par contre on n'a toujours pas réagi, ça prend de l'ampleur. Mais généralement, l'univers est très joueur. Il ne nous lâche pas. Je suis bien d'accord. Tu dois voir dans le cadre des personnes qui viennent te voir pas mal de schémas répétitifs, t'en parlais un peu tout à l'heure. Est-ce que selon toi, selon ton expérience, les schémas répétitifs, c'est justement quelque chose qui est toujours lié avec nos vies antérieures? Non, pas spécialement, parce que ça peut être également de cette vie-ci, justement, de notre passé. Ça peut être également en fait un nouvel apprentissage. Donc comme l'âme, et c'est ce que l'on voit aussi, c'est important peut-être de le dire, très souvent j'ai des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent, et on est dans l'ère aussi du temps où beaucoup souhaitent se mettre à leur compte, souhaitent absolument transmettre, guider, etc. Et en fait, du coup, et c'est là que parfois la comparaison peut arriver, on se dit, j'ai tout essayé. J'essaye, mais il y a quelque chose qui prend pas ou je sens comme un blocage. Eh bien, tu sais que ce fameux blocage, c'est pas toujours une vie antérieure ou c'est pas toujours quelque chose qui a été créé dans le passé de la personne. Parfois, et ça c'est ce que l'on voit aussi en séance, parfois c'est un nouvel apprentissage. L'âme n'a jamais expérimenté justement ce type de situation. Et comme en fait c'est ce nouvel apprentissage, comme elle n'a pas encore de base, on va dire de base solidement ancrée, elle essaye, en fait elle touche déjà un petit truc, après elle essaye autre chose, et puis ça fait une marche arrière pour refaire un bond en avant. En fait elle va réutiliser un petit outil, je vais piocher ci, ça, etc. jusqu'à créer une base solide pour que ça prenne justement le jus. Mais quand c'est un nouvel apprentissage, parfois on peut plusieurs fois ramer un bon moment avant que les bases soient complètement ancrées en fait dans le sol. Donc c'est pas obligatoire justement
tout n'est pas à mettre dans les vies antérieures, c'est très important de le préciser aussi, hein. Ouais, et il y a une autre notion sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, c'est celle du karma, parce que là, c'est sur les réseaux, on entend parler de karma pour un peu tout et rien. C'est pas facile d'y voir clair sur cette notion. Est-ce que tu peux nous donner ce qu'est ta définition de ce qu'est le karma? Bien sûr. Alors, le karma, j'adore parce que le karma, très souvent, on va dire, OK, mais il se passe telle situation, le karma, vive le karma, mais qui? Moi, je dis toujours, le karma, c'est comme une balance, en gros. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Le but, c'est la balance et il faut le voir comme un petit plateau. Et en fait, le but, c'est on vit tout type d'expérience, de situation, d'apprentissage. Quand on vibre, on va dire plus élevé, quand on fait quelque chose en lien avec l'amour, le plateau, hop, va monter un peu. Quand, par contre, c'est pas trop en accord avec l'amour, le plateau de la balance, hop, va baisser, justement. Mais s'il baisse à un moment donné, notre âme va devoir vivre, expérimenter des situations pour rééquilibrer, pour faire remonter en fait justement son plateau. Ok? Ça va, je suis clair jusqu'à maintenant? Très clair. Nickel. Ensuite, par contre, parfois on se dit, ok, telle personne a son karma, telle personne, c'est vraiment pas bien ce qu'elle fait. J'espère que le karma, quand il va taper à sa porte, mais qui nous dit que comme rien ne s'annule, rien ne se perd, donc même après une mort d'une vie antérieure ou peut-être de cette vie-ci, dans une prochaine, si on n'a pas compris, assimilé, digérer quelque chose, si on n'a pas rééquilibré ce fameux plateau, on va devoir forcément revivre et rééquilibrer notre plateau de balance. Qui nous dit que ce que nous vivons parfois de façon négative dans cette vie-ci, ok? Qui nous dit que ce n'est pas le résultat de nos actions, d'une autre vie, ok? Ou de notre passé. Peut-être que la personne en face, elle est en train de se créer son karma, mais peut-être que c'est nous qui sommes en train justement de rééquilibrer notre fameux, en fait, plateau. Donc ça, c'est notre fameux karma. Il existe plusieurs types, en fait, de karma. Il y a le karma personnel, donc le karma aussi appelé le karma de l'âme, qui est soit de cette vie-ci, soit d'une autre vie. Donc, si le plateau a baissé, à un moment donné, on va devoir rééquilibrer l'action, enfin le plateau de nos actes. Vous avez également le karma transgénérationnel familial qui, justement, on fait partie d'une team, d'une famille et généralement, on vibre sur les mêmes longueurs d'onde où on va avoir à un moment donné ce fameux bagage sur notre dos à venir rééquilibrer. C'est pour ça que l'âme choisit la famille. Et le troisième, c'est le karma un peu d'une communauté, d'une population, d'une zone, d'une génération. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, en 2019-2020, une population mondiale, à un moment donné, tout le monde est confiné et bloqué chez lui? Qu'est-ce qu'il explique que quelque part en France, une population est inondée alors qu'à l'autre bout de la planète, une population est complètement au soleil, par exemple? Il existe également un karma en fait d'une génération, d'une population, d'une génération, on va dire également. Ouais, il y a des karmas partout, quoi. Exactement. D'ailleurs, tu vois, je pousse le truc un peu à l'extrême, mais imaginons que, hormis le fait d'avoir une vie de saint, ce qui doit pas arriver très souvent, on pourrait imaginer que on passe notre temps à créer, presque malgré nous, du karma, parce que on peut avoir eu une réaction violente à un moment donné et ça a généré un déséquilibre. On peut avoir fait telle chose sans faire exprès et ça va générer un déséquilibre. Et on pourrait se dire, tiens, à chaque fois je passe mon temps, à chaque fois que je m'incarne à créer du karma, et à chaque fois que je me réincarne à essayer de rééquilibrer ce karma, mais c'est sans fin, quoi. Ça s'arrête où, ce truc-là?
Alors, en fait, il faut savoir que, on va prendre cet exemple que beaucoup doivent connaître. Il faut savoir que ce fameux karma, c'est quand on fait quelque chose avec une intention parfois qui est pas toujours en accord, en lien avec l'amour, ok? Prenons notre exemple, nous sommes en voiture, ok? On est en voiture, quelqu'un qui nous coupe la route, forcément. Qu'est-ce que l'on va faire? On va crier un petit peu, on va peut-être lui dire un petit gros mot, ou on va lever un petit doigt que je ne citerai pas dans ce podcast. Bah là forcément, ok, c'est pas trop en accord avec l'amour, ok, mais c'est sur l'instant. Quelque chose qui est négatif, qui est ressenti ou qui vibre, on va dire plutôt sur cette note négative, c'est quelque chose qui est répété ou qui est dans l'excès. On est en fait ici sur Terre et bien au-delà, on est ici pour apprendre. Et si on se met pas à la place de l'autre et que l'on fait toujours des petites choses, tu vois, pour qui alourdissent justement la vibration, bah là, ça c'est néfaste. Tu vois. Par contre, si à un moment donné on fait un petit truc, tu vois, je fais oh my god, j'ai fait un petit fuck, tu vois, dans la voiture, et puis c'est pas trop en lien avec l'amour, mais qu'on s'en rend compte, que l'on met de la conscience, qu'on en a conscience, bah ça, tu vois, ça va pas créer du karma. On reste humain, on est ici sur Terre et la Terre c'est une belle école, tu vois. Le truc, moi je dis toujours, pour donner aussi un autre exemple, c'est prenons l'exemple d'une baignoire par exemple. Si imaginons la baignoire, tu mets de l'eau dedans, ok? L'eau c'est de l'énergie d'amour, c'est de la belle énergie, c'est magnifique. Bah l'eau va être toute claire et transparente. Nickel. Si par exemple, dans cette baignoire, avec cette eau, tu mets une petite poussière, tu vois, une petite poussière, une petite boue, parce que bah, sur l'instant, tu as été en colère, énervé, tu as traité, j'en sais rien, la voisine ou la belle-mère, peu importe, mais que sur l'instant, tu dis, ah ouais, je m'en veux, j'ai mis de la conscience. Tu mets un petit peu de boue dans une baignoire remplie d'eau, de belle énergie, l'eau ne va pas devenir dégoûtante, tu vois, ça va rester, ça va peut-être la troubler sur l'instant, mais au bout d'un moment, elle va redevenir transparente. Par contre, ce qui est néfaste ou négatif, on va dire, à le vivre, ce qui va vraiment baisser ce plateau de la balance, et si tous les jours ou très souvent dans une situation, tu prends une marmite remplie de boue et que bah au lieu de mettre que de l'eau positive ou de l'eau, on va dire, vibrante ou de la belle énergie, tu mets que de la boue, bah là au bout d'un moment ta baignoire, elle va, tous tes tuyaux, tout va s'encrasser, tu vois, pour donner une petite image. En clair, on revient toujours aux mêmes fondamentaux, c'est l'intention et c'est la puissance de l'intention et c'est l'intensité avec laquelle tu fais les choses et dans le bien ou dans le mal d'ailleurs, c'est la même chose. Exactement, parce que tu y mets ou non la conscience justement. Alors on a compris du coup que tu proposais de l'hypnose spirituelle, mais quelles sont les autres raisons qui poussent les gens à venir te voir? Alors, bah déjà, beaucoup de personnes vont venir échanger ou vont me découvrir grâce à mes créations. En fait, il y a ça fait maintenant quelques années que j'adore transmettre. Ah oui, ça ne me rajeunit pas parce que j'ai commencé très tôt, tu vois, le faire au niveau vraiment pro. Bah, au début, je le faisais dans ma famille, en fait, dans mes amis, et puis le cercle s'est agrandi au fur et à mesure. Et il y a quelques années maintenant, j'ai créé des oracles, et donc les personnes vont tomber sur des créations pour se faire eux-mêmes des petites guidances, et en fait, elles vont tomber bah, soit sur mes oracles, soit sur mon livre. Et d'ailleurs c'est assez comique, il arrive toujours des situations où les personnes tombent bah, sur mes oracles. Elles ne savent pas du tout qui je suis, et je l'ai vu là il y a quelques jours dans le festival. La personne est attirée
par mon énergie ou par le stand, et elle me dit mais attendez, j'ai ce grimoire ou j'ai cet oracle, tu vois, et en fait je dis bah c'est moi le créateur, mais c'est pas vrai. Et en fait il y a toujours ces connexions. Donc on va soit venir me voir pour mes oracles, mes créations, soit pour mes réseaux sociaux où je partage beaucoup en fait de contenu gratuit, parce que c'est très important pour moi d'offrir, d'échanger à ma façon, soit pour de l'hypnose, soit pour de l'énergétique. Je fais plein de choses sur l'instant. Je kiffe. Et t'as bien raison. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'évidemment, comme toujours, je mettrai les liens qui sont les tiens dans le détail de l'épisode, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast ou sur ma chaîne YouTube Entre deux mondes, Xavier Murez. Kevin, j'ai envie de terminer cet épisode comme je le fais souvent avec les personnes que j'interviewe, en te posant deux questions rituelles, classiques. La première, c'est au fil de ton parcours, de l'homme que tu es devenu et dans ce domaine spirituel, est-ce qu'il y a eu des influences, soit des livres, soit des personnes voilà, qui t'ont aidé à te construire en tant que qui tu es aujourd'hui? Alors, l'influence des personnes, c'est vraiment au fur et à mesure, il y en a énormément, et c'est surtout les personnes qui vont justement venir à mon contact. Tu vois, c'est pas des personnes qui vont être spécialement connues au niveau spirituel, mais pour moi c'est toutes les personnes qui m'ont suivi du début jusqu'à aujourd'hui. J'apprends et je chemine en fait avec toutes ces personnes. Par contre, vraiment une personne que je pense là maintenant tout de suite, que je connais maintenant depuis quelques mois, c'est ma chère Céline, que tu as interviewée et que j'ai passé le festival il y a quelques jours, qui aujourd'hui, c'est vrai que ce monde spirituel, c'est pas toujours évident quand on chemine, parce que c'est un monde parfois où il peut y avoir ce petit ego, tu vois, et je trouve que il existe des personnes simples, naturelles, qui justement nous poussent en fait, qui nous poussent vers le haut, et Céline, ça a vraiment été une connexion et une reconnexion d'âme juste incroyable. Et moi je vous invite à écouter son podcast et à lire son livre. C'est Céline Frano, parce que c'est une simplicité, le naturel, et elle m'inspire beaucoup, et je me dis que ça existe en fait des personnes qui vibrent, tu vois, sur les mêmes longueurs d'onde. Donc Céline Frano, et une chaîne aussi sur YouTube qui m'a beaucoup aidé. Enfin, il y en a deux qui me viennent là maintenant tout de suite. Il y a Tistria, alors je sais pas si je le dis bien, je sais pas si tu vois, c'est tu le dis bien. Chaîne. Oui, j'ai interviewé l'une des personnes qui a créé la chaîne il y a pas si longtemps que ça. Tu vois, donc Tistria et Lilou Massé aussi, qui partagent très souvent des vidéos et que j'adore. Donc ça serait ces personnes que j'adore. Super. On va terminer du coup cet épisode en te demandant tout simplement un conseil pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui peut-être justement s'éveillent à ce monde de la spiritualité. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais leur donner le meilleur conseil pour aborder ce cheminement de manière sereine? Alors, soyez-vous surtout, faites-vous confiance, ne vous comparez pas énormément ou trop, ne vous bloquez pas par rapport aussi peut-être à d'autres personnes. Surtout, on a tous notre propre énergie, notre vibration, notre pouvoir aussi, on va dire, magnétique. Là, j'ai pioché en même temps que tu me disais ça, parce que j'ai voulu prendre l'un de mes oracles et j'ai pioché une petite carte, comme ça, moi, peut-être que je peux compléter. Mais si actuellement vous vous posez une question, des questionnements par rapport à votre vécu, par rapport à votre vie, il peut être important de renforcer certaines bases. Et comment les renforcer justement, ces bases? Comment rajouter certains éléments? C'est soyez dans une énergie d'action.
allez-y, montrez-vous, prenez conscience que vous aussi, vous avez votre pouvoir et que votre énergie, elle peut apporter en fait à d'autres personnes. Peut-être que oui, certaines personnes vont vous dire, bah ouais, mais non, mais je ne comprends pas ce que tu fais, etc. Mais c'est ok, c'est leur cheminement. D'autres personnes, eux, verront votre lumière intérieure parce que, bah, rayonnez tout simplement. Eh bien, on va s'arrêter sur ces sages paroles. Encore un grand merci à toi, Kevin. C'était un plaisir, évidemment. Merci à toi. Et merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle, comme toujours.